Avec votre santé. Passez un agréable moment en regardant Allo Docteur sur France 5 avec les audioprothésistes Entendre. Merci d'être resté avec nous. Lors d'une chute, d'une agression, d'un accident de la route, le crâne peut recevoir un coup. Ce choc sur le crâne, quelle que soit sa violence, est un traumatisme crânien. Et pour comprendre, il faut d'abord qu'on fasse, comme d'habitude, un petit rappel anatomique. Oui, déjà, on va vous rappeler que le crâne est fait en fait de deux parties. Il y a une partie qu'on appelle le neurocrâne, qui va être ici, cette partie en avant, qui est le massif facial qui forme le visage. Toutes ces zones-là, évidemment, vont pouvoir être le lieu de blessure. On va regarder ce qui se passe sous les os du crâne. Avant d'arriver au cerveau, on a les méninges. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, vous voyez ici le cerveau évidemment très vascularisé. On va vous montrer ce qu'il y a entre les deux. On a ce qu'on appelle donc les méninges, trois couches différentes qui vont de la superficie vers la profondeur, la durmère, l'arachnoïde et la pimère. Des méninges qui sont vascularisés. On vous a schématisé ça ici, ce qui explique évidemment que cela peut saigner en cas de blessure. Et puis, il y a également un espace où circule le liquide céphalorachidien. Vous savez, le liquide qui contribue à absorber les chocs et qui sert d'amortisseur. C'est très important pour protéger donc le cerveau qui est en dessous. Mais toutes ces structures protectrices ne sont pas à l'abri, Benoît, de blessures graves. Alors, il peut s'agir d'une fracture simple du crâne avec l'apparition d'un hématome extradural. C'est ce que vous avez sur ce scanner vue d'avion. Donc là, on a les yeux, là, on a le nez, le crâne. Ici, vous voyez le cerveau. Et l'hématome, il a lieu là. Et cet hématome, vous voyez, a repoussé les structures cérébrales vers l'intérieur du crâne. C'est-à-dire que le cerveau, là, a moins de place que d'habitude. Et donc, il y a une souffrance cérébrale évidente. Et puis, la fracture du crâne peut être plus grave quand l'impact est plus violent, bien sûr, et qu'il a provoqué un enfoncement osseux. C'est-à-dire que l'os du crâne, là, peut rentrer à l'intérieur du cerveau. Il peut y avoir un œdème avec un risque de compression de ce cerveau. Un choc sur la tête peut donc entraîner des fractures osseuses, mais aussi des lésions cérébrales, des lésions qui ont des conséquences neurologiques, psychologiques, plus ou moins sévères. Et tout ça demande évidemment une prise en charge particulière. C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Le docteur Chloé Bertolus, bonjour. Bonjour. Chirurgien maxillofacial à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. À vos côtés, le docteur Riyad Djedid, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurochirurgien à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, près de Paris. Et avec nous pour témoigner, Nicolas Degault et sa maman Nathalie. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Alors Nicolas, vous avez eu un accident quand vous aviez 15 ans, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au bord d'une route et je regardais pour traverser et je me suis fait renverser par un rétroviseur de camionnette. C'est le rétroviseur qui a touché le crâne? Oui, je me suis pris le rétroviseur dans la tête. Ouais. Ça, c'est ce qu'on vous a raconté parce que vous vous souvenez des circonstances de l'accident ou pas du tout? Je ne me souviens de rien à partir de ce moment. Enfin, à partir du choc, j'ai pas de souvenir sûr. Alors l'accident était très grave puisqu'il y a eu 3 mois de coma artificiel, c'est ça? Non, il y a eu 15 jours de coma artificiel. Et puis après, à l'arrêt de la sédation, on s'est rendu compte qu'il ne se réveillait pas en fait, voilà, de lui-même. Donc les examens initiaux montraient quoi exactement? Il y avait des fractures et traumatisme cérébral? Il y avait fractures du plancher de l'orbite, de la mâchoire et puis des hémorragies au niveau du cerveau. Voilà. Donc on nous a expliqué qu'il y avait eu des lésions axonales. En fait, le plancher de l'orbite, c'est ce qu'on a ici, c'est ça, qu'on voit sur ce crâne, voilà, c'est cette zone-là. Voilà. D'accord. Des opérations pendant ces 3 mois-là déjà? Alors de la mâchoire. De la mâchoire. Voilà, parce qu'elle s'est déplacée il a été intubé, elle s'est déplacée. Et puis il a fallu quand même libérer un petit peu de cette trop grande pression intérieure du crâne. Non, justement, on n'a pas posé le drain? Non, il a eu une pique. Voilà, d'accord, on a posé un drain pour libérer un peu cette pression. La pression intracrânienne, mais elle a diminué sous médicaments en fait. Alors on va voir après comment s'est constituée votre prise en charge dans les mois qui ont suivi. On va répondre à quelques questions. Un traumatisme crânien est-il forcément grave? Alors non, les traumatismes crâniens ne sont pas forcément graves. Il y a plusieurs degrés de gravité, si vous voulez. Ça dépend de la sévérité du mécanisme qui a conduit au traumatisme crânien. Mais on considère généralement qu'il y a des traumatismes légers qui impliquent une perte de connaissance assez brève,
si vous voulez, des conséquences neurologiques qui ne sont pas très graves, et des traumatismes crâniens qui sont beaucoup plus sévères, qui impliquent effectivement des pertes de connaissance beaucoup plus prolongées, et généralement des comas qui durent plus dans le temps. Et il y a aussi des traumatismes crâniens qui sont intermédiaires, qui sont un petit peu entre ces deux degrés de gravité. Mais un traumatisme crânien n'est pas forcément grave. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui nous regardent, qui ont des jeunes enfants? Parce qu'on a toujours du mal à savoir à quel moment on s'inquiète d'un enfant qui est tombé, qui a une grosse bosse, qui pleure. Après quel moment, quels sont les signes qui doivent dire là on consulte? Alors, une perte de connaissance au moment de l'accident, au moment du traumatisme, doit conduire à consulter. Même si elle est très brève. Même si elle est très brève. Des troubles neurologiques qui peuvent s'installer, pas forcément au moment du traumatisme, mais dans les heures, et voire même dans les jours qui suivent, doivent effectivement conduire à consulter. Trouble neurologique, ça peut être un trouble de la vision, du langage. Exactement. Des vomissements également. Des vomissements, des maux de tête inhabituels, ou peut-être même des troubles un petit peu de la conscience, une sorte de somnolence qui est inhabituelle. Tout ça doit conduire bien sûr à consulter. On demande quels sont les examens pratiqués par les médecins des urgences après un choc à la tête. Évidemment, Nicolas a eu un scanner réalisé en urgence, mais à une époque, on faisait des radios systématiquement du crâne à tous les enfants qui tombaient. On a arrêté ça. On fait quoi maintenant? Alors effectivement, le scanner a remplacé ces examens. C'est un examen formidable qui permet de faire un diagnostic rapide des lésions. Le fait que le traumatisme soit ou fasse partie d'un polytraumatisme conduise à faire un scanner de tout le corps. Là, on a la possibilité de faire ce scanner-là et ces examens-là assez rapidement. Et donc, c'est l'examen vraiment de référence devant un traumatisme crânien. Après, il y aura d'autres examens qui seront faits quand le patient sera hospitalisé en fonction des lésions qu'on va trouver, en fonction de l'évolution des malades. Dans les traumatismes, Chloé Berthelot, je rappelle que vous êtes chirurgien maxillofacial. Est-ce qu'on peut avoir des blessures et des lésions au niveau maxillofacial qui ne soient pas apparentes? Et est-ce que du coup, effectivement, on fait un bilan parfois dans certains cas en se disant qu'il y a peut-être une lésion derrière? Dès lors que le traumatisme a connu une certaine cinétique, de toute façon, le scanner qui va être réalisé pour faire le bilan crânien va être un scanner à la fois du crâne et du massif facial. Donc, a priori, par exemple, chez un patient qui est dans le coma, lorsqu'il arrive à l'hôpital et chez lequel, bien entendu, l'examen clinique, on n'a pas d'interrogatoire pour lui demander où il a mal, par exemple, on va faire un scanner qui va concerner aussi le massif facial. Mais est-ce que, par exemple, Nicolas, qui a effectivement une fracture du plancher de l'orbite, est-ce que parfois ça peut passer inaperçu? Alors, ça implique effectivement d'avoir un examen clinique et des examens d'imagerie extrêmement précis chez des patients qui ont eu un traumatisme dont la gravité première, bien entendu, va être le pronostic neurologique et on va se focaliser sur cet aspect neurologique. Et il faut impérativement faire un bilan très très complet pour éviter, lorsque le patient se réveille, et c'est quelquefois quelques semaines après puisque c'est ce qui vous est arrivé, pour éviter qu'on se retrouve avec des séquelles parce qu'on sera passé à côté de quelque chose. Et par exemple, la fracture du plancher de l'orbite, c'est un tout petit os, c'est une petite fracture, on n'y fait pas très attention. Et lorsque le patient se réveille, on se rend compte que son œil ne bouge pas bien, l'œil du côté de la fracture, parce qu'il y a des séquelles à type de fibrose, par exemple, qui auraient parfaitement pu être évitées si on avait pris en charge cette fracture rapidement, bien sûr. On nous demande quelles sont les parties du crâne les plus fragiles. Alors, par définition, le crâne est fragile parce que voilà, il recouvre une partie et un organe qui est très très fragile. Mais si on se réfère à l'épaisseur, si vous voulez, de l'os, il y a bien sûr l'os temporal qui est situé sur les côtés du crâne. Ici, hein. Voilà, et, qui est moins épais que les autres parties du crâne et qui est considéré comme le plus fragile. Et les fractures à ce niveau-là peuvent être considérées comme dangereuses, potentiellement dangereuses, parce qu'il y a une artère, cette partie d'os recouvre une artère très importante qui est l'artère méningée moyenne. Et quand il y a une fracture à ce niveau-là, ça entraîne une blessure de cette artère et ça conduit à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'hématome extradural, qui implique souvent une chirurgie de drainage qui doit se faire en urgence. Et les zones du cerveau les plus fragiles ? Alors là aussi, tout est important dans le cerveau. Les zones les plus fonctionnelles sont réparties sur toute la surface, si vous voulez, du cerveau. Et toute blessure du cerveau doit être considérée comme potentiellement dangereuse. Et donc, par conséquent, tout le cerveau doit être considéré comme fragile.
On va regarder maintenant un sujet concernant cette chirurgie. Attention, c'est un sujet dont les images sont impressionnantes. Oui, lors d'une chute ou d'un accident, la boîte crânienne peut se casser, il faut alors la reconstruire. C'est ce qu'on appelle une cranioplastie. Nous avons assisté à une opération rare à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en région parisienne. Vous voyez ce reportage de Lucille Degout et Christian Gallet. Après un accident de voiture, cet homme de 30 ans a perdu une partie de sa boîte crânienne. C'est un patient qui a eu un traumatisme extrêmement grave, avec un traumatisme donc au niveau frontal, et il a perdu le volet frontal de son os. Heureusement, son cerveau a été préservé, donc il conserve toutes ses facultés, mais esthétiquement, il a une déformation énorme en coup de hache, en marche d'escalier. Objectif de l'opération, reconstruire l'os manquant avec une prothèse. Donc ça, c'est la simulation déjà de l'intervention et puis les prothèses sur mesure. Donc ça, déjà, ça permet de comprendre quelles vont être les difficultés. Et là, on voit qu'il y a une difficulté. Il y en a une autre ici. Une première intervention a déjà eu lieu. Une prothèse d'expansion a été posée. Elle a été gonflée grâce à un sérum physiologique plusieurs fois par semaine pendant 2 mois pour créer de la peau. C'est ce surplus de peau qui permettra de refermer après la pose de la prothèse. C'est un peu risqué de poser ce type de prothèse. Là, on n'avait pas le choix parce que ces prothèses-là, elles sont souvent source d'infection. Or, il se trouve qu'on est tout près du cerveau. Là, vous voyez, la peau, elle est sur le cerveau et elle bat avec les pulsations du sang dans le cerveau. Première étape, il faut retirer cette prothèse. Le chirurgien procède à une infiltration pour diminuer les saignements. Puis il incise, retire la prothèse et agrafe, là encore pour limiter les saignements. Donc là, on commence le décollement on va dire sur la dure mère. Donc là, c'est un décollement déjà plus délicat. Tout à l'heure, on était sur l'os. Là, vous avez la dure mère du lobe frontal du cerveau, la perte de substance, les bords de la perte de substance osseuse. Voilà. Et puis ici, il y a le sinus. Donc on va le combler avec un biomatériau. Pour pouvoir poser la prothèse plus facilement, le chirurgien régularise la perte de substance osseuse. L'emplacement est maintenant prêt pour recevoir la prothèse. C'est une prothèse en hydroxyapatite de calcium qui est progressivement réhabitée par l'os, qui sert de trame et donc qui va se comporter comme de l'os. La prothèse est en 2 parties pour faciliter sa mise en place et garantir sa solidité. Une fois la prothèse fixée à l'os, le chirurgien affine la pose grâce à une pâte. Il s'agit du même matériau que la prothèse, mais sous forme de granules. Ça a plusieurs fonctions en fait. C'est d'une part une fonction plastique de combler les petits interstices. Et la deuxième, c'est de faire la jonction entre l'os du patient et la prothèse pour que la prothèse soit réhabilitée plus vite en os naturel. Voilà. Et en fait, je vais imbiber la prothèse avec du plasma enrichi en plaquettes. Et les plaquettes, il y a énormément de facteurs de croissance dedans. Il y en a une 50aine de types différents. Et l'avantage, c'est que ça favorise tous les processus de cicatrisation. Le chirurgien peut maintenant refermer. Là, manifestement, si on n'avait pas créé de la peau ici, on ne pouvait pas fermer. On se serait retrouvé avec une bande d'os à l'air. Voire pire, si on avait repris la même incision, on se serait retrouvé avec la prothèse exposée. Donc c'était l'échec assuré. La complication majeure est le risque d'infection qui nécessiterait le retrait de la prothèse. Ce patient est resté hospitalisé 1 semaine. Le résultat est spectaculaire. Grâce à la reconstruction de son front, il a retrouvé un visage harmonieux. Dans quelques jours, les agrafes seront retirées. Vous faites un métier assez extraordinaire, Chloé Bertolus. Est-ce que le patient, lorsqu'il n'a pas encore sa prothèse, on voyait le cerveau là, qui battait juste sous la peau, on imagine qu'il doit être extrêmement prudent en attendant son opération, ce patient? Oui. Parce que là, pour le coup, la moindre chute, c'est le cerveau qui prend. Absolument. Plus de protection, plus de boîte crânienne, plus de protection. Donc effectivement, c'est un gros danger. Donc ces reconstructions, enfin celle qui vient d'être montrée par le professeur Menningo, elles ont un but.
esthétique évident. C'est vrai que quelqu'un qui a un crâne comme ça complètement déformé, c'est pour lui quelque chose de pas très facile à vivre. Donc il y a un but esthétique, mais il y a un but fonctionnel absolument majeur qui est la protection du cerveau en dessous. Donc comme souvent dans notre spécialité, on dit que l'esthétique est une fonction. C'est-à-dire que reconstituer l'esthétique, c'est reconstituer la fonction. Les deux vont ensemble. Oui, mais justement, est-ce qu'après cette reconstitution, une fois le traitement terminé, est-ce que c'est aussi solide que ça l'était avec un os naturel avant l'accident? Alors c'est la discussion que nous avions durant le film. Traditionnellement, les cranioplasties, on les faisait avec de l'os. On prenait l'os restant, par exemple, on le dédoublait, on l'utilisait pour reconstruire la perte de substance, ou on prenait de l'os du bassin, etc. Enfin, il y avait des tas de techniques, des côtes. C'est une chirurgie qui remonte à très longtemps. C'est un petit peu ancien, oui. Notamment à commencer par un gars de 14-18. Par exemple. Et donc, toutes ces techniques-là donnaient des résultats quand ça fonctionnait, des résultats... on mettait de l'os pour de l'os, donc on se disait ça doit être au moins aussi solide que ce qu'on avait avant. Avec en revanche des résultats pour le coup esthétiques un petit peu incertains, je crois que vous ne me contredirez pas, parce que donner une forme de crâne arrondi à un morceau de bassin ou à un morceau de côte, c'était pas tout à fait évident. On a maintenant de plus en plus de systèmes prothétiques. Alors, à la Salpêtrière, nous utilisons par exemple le titane. Bon, voilà. Là, on nous a montré de l'hydroxyapatite. Il existe des céramiques. Enfin, il y a différentes prothèses possibles. Elles ont l'avantage d'être faites sur mesure et préparées à l'avance. Donc, on donne exactement la forme que l'on veut. Et donc, ça donne de très beaux résultats. Avec du recul, on tient bien sûr un registre de ces patients chez lesquels on reconstruit le crâne comme ça et on n'a pas l'impression qu'il y ait plus de complications que quand c'était de l'os. C'est-à-dire que ce sont des reconstructions qui sont fiables et la solidité des matériaux est testée en amont et semble, je parle aussi sous votre contrôle, semble de bonne qualité. Pour notre expérience à l'hôpital Henri Mondor, on utilise de plus en plus souvent l'hydroxyapatite. On n'a aucun souci par rapport à la solidité. On a l'avantage que ces prothèses, comme elles sont préparées en amont, elles reprennent avec exactitude la forme de l'os initial de chaque patient. Et du coup, ça donne des résultats esthétiques qui sont incroyables. Voilà, on a beaucoup parlé des séquelles physiques, mais ça accompagne souvent aussi de séquelles neurologiques. Peut-être en parler avec Nicolas. Juste Nicolas, déjà, il n'y a pas eu d'opération, donc on est d'accord? Au niveau de la tête, non. Voilà, donc il y a eu en fait de la rééducation. Oui. Rééducation pour tous les troubles quand vous êtes sorti du coma, en fait. C'est ça. Et là, on est à 6 ans. Oui. Vous avez quoi comme séquelles aujourd'hui? La mémoire. C'est-à-dire que tout ce qui se passe maintenant, je ne sais pas ce qui restera dans 1 heure. Et alors, vous faites quoi du coup? Vous faites des photos? Vous prenez des notes? Vous faites quoi? Les photos, ça m'aide. Les notes, au départ, quand j'étais dans mon centre de rééducation, ils me donnaient des notes par jour et je devais noter tout ce que je faisais tout le temps. Mais j'ai arrêté de faire ça parce que j'en avais un petit peu marre de noter tout ce que je fais tout le temps et non, c'était trop pour moi. Donc ça veut dire que tout à l'heure, vous ne vous souviendrez plus que vous êtes venu ici? Non. Enfin, si je n'ai pas de photos, non. Et est-ce que, en revanche, vous vous souvenez des personnes que vous connaissez depuis longtemps? Depuis les personnes que je connais depuis avant l'accident, il n'y a pas de problème. Mais c'est que depuis l'accident. Votre maman hoche de la tête. Oui, parce que comme je pense toujours. que... C'est fait pour ça, les mamans. C'est le propre des mamans. Oui, parce qu'en fait, quand il a des personnes qui voient tous les jours, régulièrement, voilà, au bout d'un certain temps, oui, il les reconnaît, il les connaît. Il saura. Les personnes, les rééducateurs, il les connaît. D'accord. Mais il faut que ce soit sur du quotidien pendant plusieurs mois. On imagine que pour vous, pour la famille, ce qu'on appelle le handicap invisible, parce que quand on vous croise, on ne sait pas que vous avez ce trouble-là. C'est aussi épuisant tous les jours à gérer. Oui. Au quotidien, c'est... Vous avez compris, vous épuisez votre mère. Déjà, les enfants normaux épuisent normalement. Donc là, c'est oui, parce qu'il faut répéter. Là, par exemple, en venant, pendant tout le trajet, il a cru qu'on venait à une expertise médicale. Il m'a demandé au moins, je sais pas, 4, 5, 6 fois. 6 fois, il m'a demandé quel médecin on allait voir, si l'avocat était là, voilà. Alors qu'on avait quand même préparé la venue. Enfin, voilà, il savait. C'est Nicolas qui a décidé de venir. Moi, je lui ai posé la question. C'est lui il était d'accord. Je lui ai rien imposé, donc voilà. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup répéter. Il faut beaucoup ingérer dans sa vie aussi. Ça, c'est super dur. Et vous l'accompagnez aussi pour qu'il ne se perde pas? Alors, oui. Alors, ça dépend. Bon, par exemple, sur le trajet pour aller au centre, il y va en taxi. Il est en centre de jour. Il y va en taxi, mais il revient seul parce qu'il connaissait déjà le trajet d'avant.
C'est le trajet. Il y a une ligne de bus chez nous, on est à la campagne, donc voilà, ils connaissaient le trajet. Mais sinon, c'est vrai que oui. Là, par exemple, pour venir aujourd'hui, je ne l'aurais pas laissé venir tout seul si on ne m'avait pas assuré qu'il y avait quelqu'un à la gare pour l'accueillir et à l'arrivée. Et surtout pour une expertise médicale. Hein. En plus. Oui. Là, on parle des séquelles qui subsistent, mais il y a quand même eu un temps de rééducation important avec d'autres séquelles qui ont été heureusement atténuées. Oui. De quoi souffrait Nicolas ou de quoi vous souffriez-vous au réveil? Au réveil, de la mâchoire. Ouais. Ça, c'est la douleur physique. Mais est-ce qu'il y avait d'autres séquelles? Est-ce que, par exemple, vous avez des problèmes de parole? Oui, par rapport à la mâchoire. Il n'a pas parlé pendant longtemps. Par contre, quand il a recommencé à parler, c'était tout de suite, ça a été fluide. Enfin, c'était, voilà. Bon, alors, il y a des fois, il dit un mot pour un autre, ou il oublie des mots, mais ça s'est bien atténué. Bon, tout de suite, il ne mangeait pas. Donc ça, pareil, il a remangé, mais comme la parole, c'est revenu tout de suite. On n'a pas réappris. Bon, la marche, ça a été plus long parce qu'en plus, ça a été compliqué par une entorse, puis par des ligaments. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des déchirures de ligaments. Voilà. En plus. Il y a quand même eu plus de 2 ans dans le centre de rééducation. Il y a eu 2 ans dans un centre de rééducation, et là, ça fait 4 ans qu'il est en centre de réadaptation. On nous demande si on sait pourquoi la personnalité des traumatisés peut parfois changer. Alors, ça dépend aussi de l'endroit du cerveau qui est atteint. Comme on a vu, l'endroit qui a probablement été atteint, c'est le lobe temporal, c'est le centre de la mémoire. Qui n'est pas très loin du centre du langage, donc ça explique un petit peu les séquelles dont il a souffert. Après, on sait qu'il y a des zones du cerveau, notamment au niveau des lobes frontaux, qui commandent l'humeur, qui commandent le comportement. Et quand ces zones-là sont touchées par un traumatisme crânien assez sévère, on peut imaginer facilement que leur personnalité change, effectivement. Alors pourquoi elle change à ce point ? Malheureusement, les avancées de la recherche ne peuvent pas apporter des réponses précises, ce qui impose que pour chaque cas, il faut pousser la rééducation à son maximum pour essayer justement de récupérer au maximum ce genre de troubles. Les possibilités de récupération sont-elles les mêmes selon les individus et de quoi dépendent-elles? Pour les mêmes lésions, bien sûr. Alors, clairement non. Elles dépendent bien sûr de l'âge du patient au moment du traumatisme. Elles dépendent de la gravité des lésions constatées, de la rapidité de la prise en charge initiale et de la qualité, bien sûr, de la rééducation qui se fait derrière. Céphalée, sensation de vertige, fatigue, trouble du sommeil, trouble de la mémoire, est-ce que ça peut durer longtemps après un choc violent au crâne? Alors, ça peut effectivement durer longtemps. Ça dépend encore une fois des patients et aussi du siège du traumatisme, mais ça peut effectivement durer longtemps. Alors, on a pour cela des moyens médicamenteux pour y faire face, mais effectivement, c'est des troubles qui peuvent prendre un certain temps avant de se corriger. Est-ce que, Nicolas, vous avez, en dehors des troubles de la mémoire dont on a parlé, d'autres douleurs, des maux de crâne, des choses comme ça? D'autres douleurs. Il y a eu la jambe, mais d'autres douleurs par rapport à la tête. Oui. Non, pas tellement. Il a la mâchoire, au niveau de la mâchoire. Il se plaint régulièrement d'avoir des crampes, par exemple. Après, il y a le goût et l'odorat qui apparemment ont été touchés aussi. Un peu d'explication, c'est parce que des nerfs qui passaient par là ont pu être lésés? Les filets nerveux, probablement, si le goût et l'odorat sont touchés tous les deux, c'est certainement principalement l'odorat qui influe beaucoup sur le goût, avec peut-être quelques... C'est les filets nerveux qui sont en arrière du nez, hein, c'est ça? C'est ça, qui sont en fait à la base du crâne et qui traversent là. On ne va pas tellement les voir là-dessus. Qui peuvent avoir été cisaillés au moment du traumatisme, du choc. Sous l'effet du choc, exactement. Ça, c'est une séquelle dont les patients se plaignent. Parfois, ils s'en rendent compte en fait tardivement, parce que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on se réveille. En même temps, on ne peut pas faire grand-chose. S'ils ont été cisaillés, il n'y a pas faire grand-chose et c'est drôlement handicapant. L'épilepsie peut-elle avoir été provoquée par un traumatisme crânien? Oui, clairement. L'épilepsie fait partie justement des séquelles, entre guillemets, qu'on peut avoir à la suite d'un traumatisme crânien. Et c'est malheureusement souvent des épilepsies qui sont assez compliquées à gérer, où on a besoin généralement de mettre 2 voire 3 médicaments antiépileptiques pour pouvoir y faire face. Le handicap invisible est dur à vivre, merci d'en parler. On pourrait dire qu'à ça s'ajoute un handicap social derrière, parce que j'imagine que c'est compliqué d'avoir une vie sociale, des amis. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, Nicolas? Moi, je n'ai pas.
Enfin, il n'y a pas. En dehors de mon centre où je suis, je ne vois personne. Pourquoi? Personne. Bah, j'ai plus personne. Ouais. En fait, il avait 15 ans quand c'est arrivé. Donc, les autres ont continué leur chemin, en fait. Bien sûr. Alors, il y en a quelques-uns, hein, vraiment, qui ont pris des nouvelles, qui sont revenus régulièrement. Mais au bout d'un moment, voilà, ils partent faire leur vie, ils ont des études à faire, et voilà. Et puis, avoir aussi une vie sociale, c'est aussi pouvoir partager des choses. Nicolas, au niveau de la conversation, c'est limité. Parce que les informations ne rentrent pas. Donc, avoir un échange, c'est compliqué. Par exemple, moi, quand il rentre le soir, je lui demande ce qu'il a fait de sa journée. Enfin, ce qu'on se dit tous le soir, quand on se retrouve, il n'est pas capable de me dire ce qu'il a fait. Donc, ça tourne vite court, en fait. Une petite dernière question. Quels sont les spécialistes qui peuvent aider à retrouver toutes ces capacités après un traumatisme crânien? Alors, les traumatismes crâniens impliquent la participation de beaucoup de spécialistes. Au départ, bien sûr, les neuroréanimateurs, les neurochirurgiens, les neurologues, et puis par la suite, les rééducateurs, les kinésithérapeutes. Donc c'est vraiment une pathologie qui nécessite vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Mais les rééducateurs et les kinésithérapeutes ont un rôle prépondérant dans les suites, même lointaines, des traumatisés crâniens, justement pour prendre en charge l'handicap invisible dont on parlait. Leur rôle est vraiment très très important à ce moment-là, de même que la présence de l'entourage et de la famille qui peut justement aider à dépasser ce genre d'handicap. On finit avec une question de saison. Chloé, on demande si le port du casque au sport d'hiver est indispensable. Il faudrait un casque intégral pour bien faire, bien sûr, totalité pour protéger aussi le visage. Parce qu'en fait, voilà, on parlait des deux crânes, c'est-à-dire du neurocrâne et de la face finalement. Et la face, heureusement, d'une certaine façon, sert de pare-choc au cerveau. Hein. Tout choc qui va être absorbé par le visage, alors va entraîner des fractures, des handicaps, etc. Mais on a protégé le cerveau. Alors si on peut protéger aussi le visage, c'est encore mieux. Ça n'existe pas encore, je crois. Quel que soit l'âge, on met un casque intégraux pour le ski. Oui. Et puis sachez qu'il y a l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés qui peuvent vous aider, vous apporter des renseignements. www.traumacranien.org. Cette association, c'est l'UNAFTC. Vous aurez tout ça sur allodocteur.fr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous. Lundi, dans Allo Docteur, on répondra rien à voir, et nettement plus léger, à des questions sur les mycoses vaginales. Vous voyez que ça sera plus léger. C'est cette émission, on passe du coq à l'âne. C'est ça. À lundi, passez un excellent week-end. Au revoir, à lundi. C'était Allo Docteur avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé.